Et notre invité politique ce matin, c'est Laurent Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député La République En Marche du Val-de-Marne, rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et on commence par ces manifestations hier dans plusieurs villes de France, manifestations contre les violences policières, et ce, malgré les annonces la veille de Christophe Castaner. Le gouvernement n'arrive pas à calmer la colère ? Je crois que les annonces du ministre de l'Intérieur ont été claires et bienvenues, effectivement, mais il ne faut pas tout confondre dans cette séquence. Il y a effectivement une lutte contre le racisme qui est toujours à saluer, pourvu qu'elle soit faite effectivement par de bonnes intentions, avec de bonnes intentions. Et puis il y a cette petite musique sur les violences policières qui me dérange un petit peu, parce que qu'il y ait parfois des mauvais comportements dans la police nationale ou dans la gendarmerie, évidemment. Qui serait capable de dire le contraire? Vous savez, il y a des idiots partout, il y a des gens qui disent des insanités partout. Et il faut les sanctionner plus encore, effectivement, quand vous êtes responsable et que vous portez l'uniforme. Ça, là-dessus, je crois que le ministre de l'Intérieur a été très clair et il a eu raison de le dire. En même temps, il y a une petite musique, moi, qui m'inquiète un petit peu, c'est de laisser penser que la police française est raciste. On a vraiment l'impression que dans ces manifestations, de plus en plus, se dit que la police française est violente et raciste. C'est faux. Je m'inscris totalement en faux contre ce discours-là. La police française n'est absolument pas raciste. Qu'il y ait des dérapages, malheureusement, par quelques agents publics qui doivent être probablement mieux sanctionnés de façon plus exemplaire, oui. Mais la police française n'est pas raciste. Et je trouve que l'importation de l'histoire américaine sur notre sol national est un peu dangereuse. Et ça serait, à mon avis, manquer de respect et pour l'histoire américaine et pour l'histoire française que d'essayer de faire parfois des parallèles un peu douteux. Vous êtes en train de nous dire que le problème, c'est le système de contrôle et de sanction des policiers qui dérapent aujourd'hui. C'est là qu'il y a un souci. Il faut quand même savoir que la police nationale est le corps le plus contrôlé de la fonction publique. Est-ce que la problématique, c'est pas de confier les enquêtes, par exemple, à l'IGPN? Finalement, c'est les policiers qui enquêtent sur les dérapages des policiers? Il peut y avoir un débat là-dessus, effectivement. Est-ce qu'à un moment, il ne doit pas y avoir une part de tutelle par la justice également pour contrôler et sanctionner? Moi, je crois aujourd'hui que l'IGPN fait un travail qui est difficile et qui est assez exemplaire. On ne peut pas reprocher à l'IGPN de ne pas prononcer des sanctions. C'est peut-être pas assez su, ça c'est vrai, c'est peut-être pas assez démontré, et je vous assure, j'étais encore dans le commissariat de Boissy-Saint-Léger dans ma circonscription cette semaine, je vous assure que les policiers sont très régulièrement contrôlés, et surtout au-delà des processus de contrôle administratif. S'il vous plaît, rendez-vous bien compte que 99% des forces de l'ordre, de ces agents publics, font ça pour protéger la population et pour être à leur côté. Ce ne sont pas des gens qui sont racistes, agressifs et violents. On ne peut pas laisser dire ça. Le jour où on perd la confiance dans notre police et que la police, à l'inverse, perd la confiance qu'elle peut avoir dans sa population, c'est le chaos. Il faut absolument recréer un climat de confiance entre les forces de l'ordre et la population. Heureusement, on le voit d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, une très très grande majorité de Français a totalement confiance dans les forces de l'ordre et c'est heureux. Mais ces manifestations sont parfois une loupe grossissante, assez erronée de ce que pourrait penser l'opinion publique. Attention, la police française n'est pas raciste, n'est pas violente. Il ne faut pas laisser dire ce genre de choses. Manifestations auxquelles étaient présentes des parlementaires. Malgré l'interdiction, ces manifestations étaient interdites pour cause d'état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de ces parlementaires ? Écoutez, un parlementaire est libre, je ne suis pas là pour faire la leçon de morale de savoir où est-ce qu'il doit se trouver ou non. J'en appelle juste chacun à la responsabilité, évidemment sur le respect des conditions sanitaires, mais au-delà, j'en appelle aussi à la responsabilité sur la parole qui est donnée et qui est démontrée. Ce que je disais tout à l'heure, quand on est représentant du peuple, quand on est parlementaire par exemple, on ne peut pas dire que la police est raciste comme si c'était une généralité. Un parlementaire qui vote la loi, ça ne nous pose pas de problème qu'il soit une manifestation interdite? Si, bien sûr que si. Ça pose tout parlementaire qui enfreint la loi a tort par définition. Mais je crois qu'au-delà du simple non-respect de la règle sanitaire, qui est déjà une faute en soi, vous avez raison, mais il y a aussi le message et la symbolique. Et ça m'importe particulièrement. C'est-à-dire qu'un parlementaire représente, vous avez dit, la nation, la loi. Il l'a fait, il l'écrit, il l'applique sur le terrain. Et donc, il a aussi cette co-responsabilité quand il s'adresse à la police nationale. Et donc, un parlementaire qui généraliserait des comportements honteux
par quelques individus isolés dans la police nationale, comme si la police était raciste. Et parfois, malheureusement, il y a une petite musique de la part de certains bancs d'extrême gauche dans notre hémicycle. Je pense que c'est coupable. Pensez à qui, aux députés de la France Insoumise ? Certains, pas tous. Là aussi, à l'inverse, ne faisons pas l'amalgame. Mais il y a effectivement certains propos qui parfois dérapent, ne sont probablement pas pensés et sont là un petit peu pour attiser. Mais je crois qu'à mettre de l'huile sur ces flammes-là, sur ces braises-là, dans notre pays, c'est extrêmement dangereux et extrêmement coupable. Vous évoquiez à l'instant la confiance comme un point clé, la confiance entre la police et la population et vice-versa. Est-ce que le chef de l'État peut restaurer cette confiance? Est-ce qu'il doit prendre la parole dans cette histoire? Oui ou non, et pourquoi? Le chef de l'État prendra la parole de façon... Il le fera. Plus globale. Le chef de l'État prendra la parole, je ne sais pas quand, je n'ai pas son donc agenda. De façon plus globale, donc pas sur les violences policières et pas sur cette problématique. Le chef de l'État s'adressera aux Français sur l'état de la crise sanitaire, l'état de la crise économique, l'état de la crise sociale et l'état de notre pays d'un point de vue sociétal. Et évidemment que ces sujets-là seront abordés d'une manière ou d'une autre. C'est normal. À partir du moment où il y a des choses qui se passent dans notre pays, le chef de l'État est concerné en premier lieu. C'est normal. Et donc s'exprimera aussi sur les sujets démocratiques et également sur les sujets de réconciliation dans notre pays. Il y a effectivement, je ne m'en cache pas, un enjeu pour la fin du mandat de réconcilier davantage le pays. Il y a des fractures aujourd'hui. Nous l'avons vu avec les Gilets jaunes d'un point de vue social. Nous le voyons avec les manifestations aujourd'hui d'un point de vue peut-être plus territorial et malheureusement parfois un peu plus communautaire, ce qu'il faut absolument éviter justement. Et notre enjeu, une de nos responsabilités pour la fin de ce mandat, c'est de ne surtout pas laisser s'aggraver ces fractures, surtout si elles sont communautaires, mais bien de les rassembler et de rappeler que nous sommes nation et que nous faisons tous la France et qu'il n'y a ni différence d'un Français à un autre en fonction de sa couleur de peau, en fonction de son origine ou en fonction de sa religion, et que surtout la police, par exemple, puisqu'on en parle, est d'abord là pour servir et pour protéger sa population et pas pour l'oppresser et la sanctionner. Allez, on va parler d'un autre sujet, le gouvernement qui ne prolongera pas vraisemblablement l'état d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet, mais un projet de loi est présenté ce matin en Conseil des ministres pour restreindre les libertés pour une durée de 4 mois. Vous n'arrivez pas à sortir de cet entre-deux, de ce en même temps ? Justement, c'est une sortie en sifflet, comme on dit, des prérogatives et des outils qui sont donnés à l'exécutif. C'est une très bonne méthode. L'état d'urgence doit rester une situation exceptionnelle. Et le gouvernement l'a toujours dit, et il le respecte. Voilà. Il a été voté 2 fois, parce que le confinement l'exigeait. Il considère aujourd'hui qu'il n'y a plus matière à prolonger l'état d'urgence, effectivement, au-delà du 10 juillet. C'est heureux. Je pense que c'est une bonne mesure, parce que parfois, on peut être un petit peu trop habitué à des mauvais outils qui seraient un peu trop, effectivement, à la faveur de l'exécutif. Non, nous sommes... Mais justement, est-ce qu'avec ce projet de loi, vous ne prêtez pas le flanc à ceux qui vous disaient que les mesures de l'état d'urgence vont finir par entrer dans le droit commun? Est-ce que là, finalement, ce n'est pas le cas? Pas du tout, puisque c'est un projet de loi qui, là encore, présentera de façon temporaire des outils qui permettra à l'exécutif de garder des capacités à réagir vite en cas de nouvelles catastrophes sanitaires. C'est plutôt intelligent, je trouve. C'est-à-dire que l'état d'urgence, non, c'est terminé, ça ne se justifie plus, mais il faut quand même faire conserver à l'exécutif quelques outils qui sont très différents de l'état d'urgence, qui lui permettent de réagir un peu plus vite que, justement, le régime de droit commun. Et puis quand tout ça sera derrière nous, vraiment derrière nous, alors il sera temps de revenir à notre régime de droit commun. Sur la situation de l'hôpital et de la santé en général, vous suivez les travaux du Ségur de la santé, qu'est-ce qui se profile ? Alors, d'abord, il y a une volonté politique inouïe et inédite sur le fait d'investir enfin dans notre hôpital public. Il y a 2 volets de la sortie de ce Ségur-là. C'est effectivement mieux reconnaître ces métiers-là et mieux les rémunérer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut mieux les gratifier, il faut mieux les payer. Et puis, il y a le sujet de l'investissement dans l'hôpital. Parce que ce n'est pas parce qu'on aura mieux payé le personnel, ce qui est une partie importante. Ce n'est pas parce qu'on aura uniquement mieux payé le personnel que l'hôpital public sera totalement libéré de ses difficultés. Donc il faut leur donner des moyens d'investissement. Ils seront à quelle hauteur ces moyens? Vous avez un ordre d'idée? C'est trop tôt pour le dire, et c'est justement pour ça que le Ségur de la santé sert à faire de la concertation, sert d'abord à écouter. Évaluer les moyens nécessaires. Bien sûr, ce que fait Nicole Notat aux côtés du ministre de la Santé aujourd'hui dans les territoires, c'est précisément... Mais vous devez bien avoir une idée de l'échelle que ça peut représenter. Aujourd'hui, nous avons déjà initié cette dynamique-là, par exemple, en reprenant 1/3 de la dette des hôpitaux publics. Nous l'avons voté en commission avant-hier dans ce qui s'appelle le projet de loi organique sur le transfert de la dette sociale. Nous avons repris une partie de la dette des hôpitaux. Pourquoi ? Parce que quand vous allégez l'endettement des hôpitaux, vous leur redonnez de l'oxygène, du souffle pour réinvestir, donc faire des achats, donc permettre de moderniser l'hôpital. La modernisation de l'hôpital est une des clés
de la réussite du Ségur de la santé. Mais pour ça, il y a deux manières de faire. Soit vous faites un plan de haut en bas, parce que vous êtes persuadé d'avoir la vision, et puis après on se rend compte que dans l'application, c'est pas aussi simple que ça, et ça ne va pas toucher les bonnes personnes. Soit vous prenez un peu plus de temps, et c'est tout l'objet du Ségur de la santé, et vous écoutez et vous concertez, d'accord ? Et vous allez chercher justement des solutions de compromis, vous allez chercher finalement les solutions qui s'adaptent au mieux à ce que vous disent les professionnels. Il faut écouter le terrain, Et le Ségur de la santé, c'est écouter le terrain hospitalier. Et les mesures seront présentées, ça sera traduit par différentes manières, de façon soit législative, soit réglementaire, peu importe le véhicule, on va dire, normatif, mais ce qui sera promis à l'issue du Ségur de la santé sera fort. Voilà. Il sera fort et sera sans précédent. Et je rappelle juste, parce que c'est toujours un petit peu baroque de faire croire qu'on se réveille avec cette crise sanitaire sur la question de l'hôpital. Enfin, il faut quand même rappeler que depuis 3 ans, on a augmenté les budgets comme personne ne l'avait fait. Qu'il y ait toujours des problématiques de matériel, de logistique, de rémunération, bien sûr. Mais enfin, le budget de l'hôpital, il est déjà en augmentation depuis 3 ans. Donc le Ségur de la santé, c'est pas on se réveille, on se rend compte qu'il y a un sujet à l'hôpital. C'est une accélération d'un processus qui a déjà commencé quand Agnès Buzyn était ministre de la Santé et qu'il nous faut prolonger d'ici la fin du mandat avec justement une remise à plat des besoins, avec une remise à plat des outils possibles et une réelle augmentation des salaires des soignants qui n'était pas prévue dans le projet de loi d'Agnès Buzyn. Et une augmentation des salaires. Vous savez, l'augmentation des salaires, là aussi... Et qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette crise de la part du gouvernement. Vous savez, l'augmentation des salaires dans la fonction publique, que ce soit celle d'État, celle hospitalière ou celle de la fonction publique territoriale, c'est toujours très très cher pour la collectivité, parce qu'il y a beaucoup d'agents publics, et des personnes qui le ressentent assez peu sur leur feuille de paie. Donc par définition, si vous voulez faire une augmentation massive, ce qui est importante, qui doit avoir lieu, ça va en coûter encore plus cher. Donc il faut le faire sur l'endettement. L'endettement, il y a des moments pour le faire plus ou moins, et c'est vrai qu'une sortie de crise est un moment pour s'endetter, pour répondre à la crise, et donc pour mieux rémunérer nos enseignants, qui en plus ont été en première ligne et le méritent amplement. Les soignants, vous voulez dire? Les soignants. Qu'est-ce que j'ai dit? Les enseignants. Les soignants, excusez-moi. C'était un autre qui sujet. Le mérite. Pardon. Si, mais les soignants. La commission d'enquête, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui mettent en place des commissions d'enquête sur la gestion de ce Covid-19, la manière dont le gouvernement a géré, et l'Élysée qui annonce la mise en place de sa propre commission d'enquête. Est-ce que, pour vous, c'est une atteinte aux droits du Parlement? Le Parlement a des prérogatives que le Constituant lui a données, qui est effectivement de contrôler l'action de l'exécutif, dont acte. Donc c'est au Parlement de se saisir de commissions, alors pourquoi cette commission de missions d'information, de commissions d'enquête qui ont lieu. Je rappelle que la mission d'information sur la crise sanitaire et la crise économique a eu lieu au Parlement depuis le tout début. Richard Ferrand a mis ça en place dans les tout premiers jours, j'en suis un des membres, et elle s'est transformée en commission d'enquête. Le rapporteur de cette commission d'enquête n'est pas franchement un farouche partisan de la majorité, c'est M. Éric Ciotti. On ne peut pas dire qu'on ne respecte pas les droits de l'opposition. On le fait dans, justement, une logique transpartisane, parce qu'une commission d'enquête doit faire cet effort non seulement de transparence, mais aussi de respect des oppositions. Donc on donne même le rapport, on le donne à Éric Ciotti et à l'opposition. Donc je pense que ça, c'est important. Le Sénat doit faire également son travail là-dessus. Pourquoi est-ce que l'exécutif fait aussi ce travail-là? Ce n'est pas la même logique. Il n'est pas là pour se contrôler lui-même, il est là pour mieux comprendre ce qui a pu dysfonctionner également en son sein. Mais ça n'a pas la même valeur constitutionnelle. Ce n'est pas l'objectif premier des commissions d'enquête montées par le Sénat et l'Assemblée, de mieux comprendre ce qui s'est passé? La valeur constitutionnelle d'une commission d'enquête parlementaire est la plus importante, évidemment. Qu'il y ait des travaux au sein de l'Élysée, au sein du gouvernement, pour mieux comprendre certains dysfonctionnements internes, est sain. Je ne ferai pas dire le contraire. Donc les commissions d'enquête parlementaires, vous êtes en train de nous dire qu'elles priment sur ce que pourrait monter le gouvernement, l'Élysée. Constitutionnellement, bien sûr. Et c'est de la République de Paris qui ouvre une enquête, en fait, ça, est-ce que c'est pas de nature à perturber ou limiter la portée d'action des commissions d'enquête parlementaires? Écoutez, c'est à chacun de respecter la Constitution dans laquelle nous vivons. Mais justement, les choses vont se télescoper, là, pour le coup. Le Parlement est l'organe qui a légitimité pour contrôler l'exécutif.
Voilà. Et les commissions d'enquête sont en cours. Et nous verrons bien les conclusions qui seront menées. Mais je n'ai aucun doute sur le fait... Sauf que le Parlement ne peut pas enquêter sur des procédures judiciaires en cours. Donc du coup, votre marge de manœuvre ou votre rayon d'action ne sera-t-il pas limité par cette initiative judiciaire ? Je fais toute confiance au rapporteur de la commission d'enquête et à l'ensemble des membres pour trouver toutes les marges de manœuvre que la Constitution leur procure pour aller effectivement poser les bonnes questions, auditionner les bons responsables. Et surtout, c'est ça qui m'importe, moi, vous savez, la question, c'est pas de savoir qui a la meilleure commission d'enquête. Surtout, est-ce qu'on ressort de cette crise avec des outils améliorés, modernisés, qui nous permettent de mieux anticiper les crises quand demain elles venaient à se reproduire. Un dernier mot là-dessus, il y a une 60aine de plaintes qui ont été déposées contre des membres du gouvernement sur cette gestion de la crise. Est-ce que vous les comprenez, ces plaintes ? Il y a beaucoup de bruit politique derrière ces plaintes, il ne faut pas être naïf, il y a beaucoup de militantisme. Je trouve un peu indécent entre nous qu'il puisse y avoir des plaintes au milieu de la crise quand on voit comment le gouvernement a pu gérer de façon assez exemplaire cette crise sanitaire. Le reste, maintenant, c'est à la justice de s'en saisir. Ce n'est pas à moi d'interférer, bien sûr. Mais je trouve que parfois, certains militantismes un peu désœuvrés pendant cette crise auraient mieux fait de participer à cette union nationale et à participer... Qui tire les ficelles politiques, puisque vous dites que c'est politique? Je ne suis pas là à l'inverse pour porter des plaintes dans l'autre sens. Moi, je me préoccupe du pays et comment est-ce qu'on peut effectivement avancer tous ensemble. Je trouve juste que certains n'ont pas fait grand-chose et se sont contentés de porter plainte. Le troisième budget rectificatif va être présenté ce matin en Conseil des ministres. C'est un budget de plus de 40 milliards en soutien notamment au secteur en difficulté, l'aéronautique, l'automobile, le tourisme. Est-ce que vous savez ce qu'il contient plus précisément ? C'est un budget rectificatif, d'abord, qui va redéfinir les nouvelles trajectoires de finances publiques, parce que tous les mois, elles évoluent malheureusement. Nous avons une récession qui va être estimée à 11 points, c'est quand même beaucoup. Nous avons un déficit qui va dépasser les 10%, nous avons un endettement autour des 120%. Voilà. Bruno Le Maire. Donc, ce sont des chiffres qui donnent un petit peu le vertige pour le rapporteur de budget que je suis, mais il faut les assumer, il faut les prendre comme tels, et la crise est très violente. Et maintenant, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on permet à nos secteurs économiques et à nos emplois de rebondir, comme on dit dans le jargon économique. Donc effectivement, c'est un texte qui va prolonger l'urgence économique, le fonds de solidarité, l'activité partielle pour certains cas, le prêt garanti par l'État. On continue toutes ces mesures d'urgence économique. Et puis cette fois-ci, dans ce texte, on commence à cibler par secteur ceux qui en ont le plus besoin. Vous en avez cité certains, l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la presse, les collectivités territoriales. Et j'allais y venir, un troisième volet important qui est l'aide importante aux collectivités territoriales qui ont participé, par leur baisse de recettes fiscales notamment, à la crise, et puis qui ont fait aussi des dépenses de fonctionnement. Donc il était important, dans un pays où il y a de l'autonomie financière des collectivités, mais pas de l'autonomie fiscale, il est important que l'État prenne le relais et soutienne les collectivités. Le Premier ministre, là-dessus, a été sans ambiguïté. L'État viendra compenser et aider les collectivités territoriales. À une hauteur totalement inédite. Les chiffres sont vertigineux, je reprends un terme que vous utilisez. 460 milliards d'euros de soutien public du fait de ces trois projets de loi de finances rectificative cumulés. C'est juste énormissime. Comment on va trouver cet argent ? Où est-ce qu'on va le chercher ? Vous évoquiez l'emprunt tout à l'heure en disant que les périodes de crise, c'est le moment d'emprunter. Mais quand même, on est sur des montants hallucinants. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 20%, comment on va payer ? 20% du produit intérieur brut consacré à la crise, c'est du jamais vu. Comment on va payer ? Nous avons fait le choix de nous endetter. Vous savez, mais c'est possible de rembourser à long terme sans augmenter les impôts, Je vais vous répondre. Mais d'abord, il faut que les Français comprennent qu'il n'y a pas 36 solutions pour trouver de l'argent. Soit on le prélève, ça s'appelle l'impôt, soit on l'emprunte sur les marchés. Ou soit on fait des économies ailleurs. Il n'était ni raisonnable de demander aux Français de participer à hauteur du montant que vous avez cité, et il n'était ni raisonnable d'aller faire des économies de fonctionnement à hauteur de 400 milliards d'euros. Donc nous avons choisi l'endettement, qui était la meilleure des solutions. Il se trouve que nous sommes dans un contexte macroéconomique avec des taux d'intérêt très bas. Il se trouve que nous pouvons emprunter à 10 ans à taux zéro. Il aurait été coupable de ne pas profiter de cette situation où les marchés sont favorables. Et il se trouve que la France, et quoi qu'on en dise dans notre pays souvent pessimiste, une excellente référence sur les marchés financiers. La France, avec les États-Unis et l'Allemagne, est la meilleure signature, comme on dit, sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on veut nous prêter plus que ce que nous émettons. Nous n'allons quand même pas nous priver de ce privilège et nous avons la capacité aujourd'hui à financer la crise. Est-ce que ça doit durer éternellement ? Et qui va rembourser à la fin cette dette ?
Est-ce que ça doit durer éternellement? Non, bien sûr, nous devons nous endetter autant que de besoin, guère plus. Parce que sinon, justement, ceux qui nous prêtent, à un moment, ne vont plus vouloir nous prêter. Donc il faut être responsable, il faut être sérieux budgétairement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir recours à l'endettement. Et qui paiera un jour? Vous savez, la dette publique, ce n'est pas votre dette avec votre ménage quand vous achetez votre crédit immobilier. Ce n'est pas non plus la dette de la PME qui doit rembourser chaque mois à la banque. Ça ne fonctionne pas comme ça, une dette souveraine. Une dette souveraine, ça se refinance. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne se rembourse pas, mais ça se refinance. Et ce qui compte surtout budgétairement, c'est-à-dire pour les citoyens et pour leur impôt, c'est la charge de la dette, le coût de la dette. À partir du moment où vous avez une charge de la dette qui est si basse, vous pouvez augmenter votre capital qui sera renouvelé par de nouvelles émissions. Et puis, effectivement, quand la crise est passée, quand les nuages sont un petit peu partis, vous devez effectivement stabiliser votre dette et commencer à la réduire, effectivement. Aujourd'hui, la France a une capacité d'endettement qui est encore tout à fait possible et qui est encore tout à fait accepté par ceux qui nous prêtent. C'est ça qui est rassurant, c'est ça que la crise aussi nous a démontré, parce que vous savez, vous ne le savez pas tant que vous êtes affronté directement par cette crise face à vos créanciers. Il se trouve qu'il y a même plus de demandes parce que le produit que l'on met sur le marché, notre dette à tous, elle est demandée. Donc nous devons absolument utiliser ce recours à l'endettement. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'à court terme ou à moyen terme, il n'y aura aucune augmentation d'impôts ou de création de nouveaux impôts pour rembourser? Je vous le garantis. Droit dans les yeux, on ne touche pas aux impôts. Je vous le garantis, il n'y aura pas d'augmentation de prélèvements obligatoires sous ce quinquennat. C'est la seule garantie que je peux vous donner, parce qu'après, je ne sais pas si je serai aux responsabilités pour vous le garantir à nouveau. Et d'ici 2022, sur 2022, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas pour deux raisons. D'abord parce que ce serait idiot de croire qu'on rembourserait les déficits à 11,4 avec de l'augmentation d'impôts en 2 ans. C'est faux. Les échelles sont totalement différentes. Donc nous ne pouvons pas de toute façon réduire le déficit aussi rapidement. Ça prendra des années. Donc ça ne se réglera pas par 2 ans d'impôts. Et deuxièmement, c'est totalement contre-productif. On demande aux Français de consommer plus parce qu'ils ont de l'épargne excédentaire liée au confinement. On demande aux entreprises de redémarrer et d'investir. On ne va quand même pas les sabrer avec des prélèvements obligatoires. Et à un moment, il faut un peu de cohérence économique. La relance passe par, au contraire, une capacité à avoir de l'oxygène et une capacité à pouvoir soit consommer quand vous êtes un ménage, soit investir quand vous êtes une entreprise. Donc oui, je vous le répète, pas d'augmentation d'impôts pendant ce mandat. Il nous reste très peu de temps, Laurent Saint-Martin. Dernière question, Stéphane. Quelle est l'ambiance au sein de LREM, La République En Marche? Comment ça se passe? Il y a eu une réunion de groupe hier. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques éléments? C'est quoi l'ambiance? Je ne vous donnerai aucun élément parce que même si tout fuite... mais ça restera entre nous. Non, ben justement pas. J'ai une doctrine très pénible, un peu vieux jeu, vous me l'accorderez, mais ce qui reste dans une réunion privée n'a pas à sortir publiquement, donc je ne répéterai jamais aucune phrase. Écoutez, aujourd'hui, le groupe La République En Marche est concentré, mais réellement concentré. Et j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, je vais recevoir les ministres à la Commission des Finances pour préparer le projet de loi de finances rectificative. Écoutez, franchement... Il y a quand même quelques lignes de fracture. Je comprends, c'est pas un reproche, l'appétence pour le potin politique lié au groupe, lié au mouvement, etc. Potins quand même là. Franchement, vous avez le groupe majoritaire à l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un groupe affaibli, avec un président affaibli à sa tête? On n'est pas affaibli quand on est en responsabilité, qu'on traverse la plus violente crise que le pays n'a jamais connue. Les Français s'en fichent pas mal de savoir qui est à la tête du groupe La République En Marche. Est-ce qu'il est fragilisé? Est-ce qu'il a envoyé une note cafutée, etc. Je vous assure que les Français s'en fichent pas mal. Et ils ont raison. Quand on traverse une crise historique, c'est pas le moment de se diviser et de mais le groupe est là. En plus. Le groupe est là. Il est présidé par... Le tempo est pas formidable. Le groupe est là. Il a un président. Nous sommes à la tâche. Nous avons un projet de loi de finances rectificative à voter. Nous le ferons. Nous le ferons et nous préparerons les 2 prochaines années avec une nouvelle stratégie, très probablement, qui sera d'abord présentée par le président de la République dans quelques semaines. Et nous faisons les choses par étapes. Vraiment, je suis plus que jamais, et je crois que nous sommes collectivement concentrés sur le fait de transformer ce pays et de l'aider à sortir de la crise. Tout le reste, c'est de la littérature politicienne qui n'est absolument pas prioritaire.